bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sommet extraordinaire de la CEDEAO avec la participation d'Alassane Ouattara. 2 jours après le putsch militaire au Mali, la pression internationale s'intensifie. Et puis l'opposition malienne qui réagit, elle se dit prête à collaborer avec les militaires putschistes pour une transition démocratique. Je vous le disais, ce matin a eu lieu un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. La pression internationale qui s'intensifie alors qu'Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre sont toujours entre les mains des militaires putschistes. Le président Alassane Ouattara, qui a pris part à cette conférence, appelle ses pairs à agir avec détermination. Cardi Pomela. Les chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a à nouveau réuni au chevet du Mali, pays qui vit une énième crise militaro-politique. Le président ivoirien Alassane Ouattara prend part aux travaux qui démarrent ce lundi par visioconférence. Après le coup de force qui a renversé le régime au pouvoir et contraint le président Ibrahim Boubacar Keïta à la démission, les condamnations fusent de partout. Le président nigérien Issoufou Mahamadou, président en exercice de la CEDEAO, a rappelé au cours de ces échanges virtuels les efforts diplomatiques intenses déployés par l'institution en vue de surmonter la crise politique que traverse le Mali. Crise consécutive à l'élection législative contestée du 19 avril 2020. La médiation de la CEDEAO n'a pas réussi à ramener le calme. Après les menaces de sanctions de la communauté contre la junte militaire au Mali, les conclusions et les décisions qui en découleront de ce sommet extraordinaire sont très attendues au regard du contexte sécuritaire dans le nord du Mali. Un danger pour l'ensemble de la sous-région. Et puis au Mali, l'opposition réagit au putsch militaire qui a conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle se dit prête à collaborer pour une transition démocratique alors que la pression internationale pour un retour à l'ordre constitutionnel s'intensifie. Nadia Eja. Au Mali, l'opposition félicite l'action des militaires qui ont renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Elle qualifie de légitime et d'héroïque le renversement du pouvoir qui s'est déroulé lundi soir et qui a conduit à la démission d'Ibeka, un départ qu'elle réclamait depuis des mois. Je pense que le plus dur commence maintenant. Il s'agit de rassembler tout le monde. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de vainqueur et vaincu. Nous sommes tous des Maliens. Donc pour nous, même ceux qui étaient avec Ibeka, s'ils n'ont pas du sang sur les mains, s'ils ne sont pas mêlés à des détournements de deniers publics, nous devrons tous nous rassembler, militaires et civils, pour défendre la République et imposer la démocratie, la bonne gouvernance et le caractère laïque de notre État. Pour montrer son adhésion à ce coup militaire, la coalition de l'opposition se dit prête à travailler avec la junte à l'élaboration d'une transition politique. On accompagne le processus. Nous serons au cœur de ce processus en accompagnant nos forces armées de sécurité pour faire aboutir tout simplement cette élite héroïque qui a commencé depuis 1991, qui a été confisquée par ces régimes oligarchiques. Donc il faut que la communauté internationale, je profite, surtout la France et l'Union européenne, et de faire une lecture plus lucide qu'aujourd'hui ce n'est pas un coup d'État et ce n'est pas aussi dirigé contre la démocratie. Au contraire, c'est pour permettre à notre pays de recouvrer sa dignité tout en essayant de préserver ses acquis démocratiques. Notons que les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de dépêcher en urgence une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel au Mali. Après avoir été porté à la tête de la municipalité de Zouenoula en 2018, le candidat indépendant d'alors, Olivier Djebidje, compte rééditer l'exploit, mais cette fois pour la présidentielle d'octobre 2020. Il veut offrir un autre plateau politique à la Côte d'Ivoire à travers son projet L'Éveil, qui met un point d'honneur sur le développement durable. Salif Yadekwe, Aruna Zeba. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 31 octobre 2020 pour élire leur président. Ce financier et gestionnaire d'entreprise Olivier Djebidje, maire de la commune de Zouenoula, dans le centre-ouest ivoirien, à 48 ans, entend se lancer dans cette course. Pour lui, les Ivoiriens ont besoin de nouveaux programmes, de nouveaux visages à la tête de leur pays. Et vu que personne n'apportait des réponses appropriées aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, j'ai décidé d'assumer mes responsabilités. Le principal problème, déjà, c'est l'unité nationale. La Côte d'Ivoire est un pays divisé depuis près de 30 ans.
la classe politique a clivé la société. Moi, je prône le développement durable de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Le parrainage citoyen, nouvelle donne dans le processus électoral, est une décision salutaire selon le concepteur du programme de société L'Éveil. Toutefois, des inquiétudes demeurent. Sur le fond, je ne vois pas d'objection. Maintenant, sur le plan opérationnel, nous, comme je vous l'ai dit, moi, je privilégie les contacts humains. Je vais sur le terrain, j'explique mon programme de société, je rencontre les populations. Et c'est sur la base de ce programme de société que j'obtiens mes parrainages. Certaines personnes achètent des parrainages. Ils mettent beaucoup d'argent sur le terrain. Et finalement, ce n'est plus le projet de société qui guide le choix de nos concitoyens, mais les moyens financiers. Et ça, c'est malheureux. Face au regain de la violence observée ces derniers jours, il en appelle à une plus grande responsabilité des Ivoiriens. J'appelle à la conscience de chacun d'entre nous, de chaque Ivoirien, de bien réfléchir et de bien analyser les raisons pour lesquelles il s'adonne à ce type de manifestation. Nous tous, on déplore la situation. Moi, je ne suis pas particulièrement d'accord avec le fait que Bédié se présente. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'Alassane se présente. Dans ce taux de quartier général du candidat dans la commune de Cocody, une dizaine de jeunes s'activent. Ils ont pour la plupart adhéré au projet de société de ce candidat indépendant. Olivier Djebi sait que la marche sera longue. Il motive ses troupes, convaincus de son projet. Le changement, c'est pour maintenant. Le 31 octobre 2020, je crois que la Côte d'Ivoire aura un nouveau visage. Éducation à présent, les épreuves du BTS sont annoncées du 7 au 10 septembre 2020 avec les cours fortement perturbés par la Covid-19. Comment les écoles ont-ils achevé leur programme? Comment aussi se préparent les candidats à l'approche des examens? Reportage de Pierre Dipomélin et Tanguy Conin. Fin des cours pour les étudiants candidats au BTS, brevet de technicien supérieur. Place aux révisions et mise à niveau. Koumassi Remblay, Evelyne en classe de marketing révise ses cours. Elle a une vague appréciation pour cet examen qu'elle passe pour la première fois. À quelques jours du BTS, je suis super stressée à cause de la crise sanitaire. Nous ne sommes pas allés correctement à l'école. Il y a beaucoup de stress, mais on fait avec. On est à fond dans les révisions, oui. Je crois que Dieu va faire le reste. Karine Ayopougon est à son deuxième coup d'essai. La fermeture des classes pendant 2 mois, à cause de la pandémie à coronavirus, n'a pas affecté sa détermination à décrocher le précieux sésame cette année. La situation de la crise nous a bloqués à la maison. J'ai eu tout le temps de réviser mes leçons à la maison, mes cours. Cette année seulement, je suis prête. Pour achever les programmes, cette école qui présente 250 candidats au BTS a dû adapter la pédagogie en intégrant les cours en ligne. C'est vrai, il y a eu 2 mois de stop, mais nous, on n'a pas eu de stop véritablement. Nos enfants ont été pratiquement à la maison, mais en même temps étant à la maison, ils ont suivi des cours en ligne. Déjà, je vous assure que e-learning existe au sein de notre école depuis des années. On va dire pratiquement 10 ans, nous sommes au e-learning. Dans cette salle, des étudiants se retrouvent malgré l'arrêt des cours pour travailler et préparer l'examen sous l'assistance d'un enseignant. Je suis en train d'étudier le fondement et le concept marketing. C'est une matière essentielle pour un marketeur, donc il est essentiel de connaître tous les rouages de cette matière-là pour aller composer. Pendant l'année scolaire, il y a des exercices qui n'ont pas été compris, il y a des cours qui n'ont pas été compris, on revient dessus. Et surtout, on traite des anciens sujets d'examen, qu'ils aient une idée de ce qui les attend. Du lundi 7 au jeudi 10 septembre se dérouleront les épreuves écrites du BTS. Des dispositions particulières sont prises dans ce contexte de crise sanitaire. Les résultats, eux, sont attendus début octobre. Voilà une semaine que Beaunois était le théâtre de folles violences qui ont fait 1 mort et une dizaine de blessés. Si la ville a repris le cours normal de ses activités, c'est avec la boule au ventre que les habitants vaquent à leurs occupations, un sentiment entretenu par l'annonce de nouvelles manifestations de rue, pourtant interdites par le gouvernement. Tim et Danger, Mathurin Badé. Localité du sud-est ivoirien, à 62 km de la capitale économique Abidjan, se remet des violences du jeudi 13 août dernier. Une semaine après les folles violences qui ont secoué la cité de l'Ananas, ça en est fini de l'état de ville morte. Place désormais à la reprise des activités dans la localité où plusieurs sites ont subi la furie des manifestants. Sur la liste, ce poste de police
Véhicules d'intervention calcinés, portes et fenêtres enlevées, murs noircis par les flammes ou encore cassés par endroits, locaux vidés de tout matériel, attestent encore de la violence de l'attaque. Un souvenir toujours dans les esprits. Bono était effectivement chaud. On a été tous surpris de voir nos jeunes frères dans les rues de Bono. Cela a tourné au drame. On a vu les infrastructures, plusieurs infrastructures publiques gâtées, détruites par la manifestation. La semaine dernière, c'était un peu chaud. Quand on était venus, on dit il y a marche. Ils ont commencé à tirer un peu partout. On était obligés de courir. Nos gars sont restés ici, ils ont volé. On a eu dette. Rond-point de la gare routière, à une dizaine de kilomètres du commissariat de police, réduit en gravat, cette vendeuse de latoupou, galette de semoule, de manioc, a repris du service avec la peur au ventre. Comme elle, ces commerçantes que nous retrouvons au carrefour de la vie du quartier Beignéry disent n'avoir d'autre choix que de dompter la psychose pour gagner leur pain. Comme on vit de ça là, on est obligé de venir. On venait mais on craint. Si on est là, qu'on attend, on court, on s'en va. Non, c'est pour cela maintenant on est là. On est là, même rien ne marche. On vient au travail avec la peur au ventre. Mais si on ne travaille pas, on mange comment? On est des jeunes, on fait nos petites activités, c'est ce qui fait qu'on a un peu pour pouvoir subvenir à nos besoins. Si on ne fait rien, qui va nous donner? Mon mari que je peux, je suis venue parce que c'est grâce à ça que j'ai mon petit pain. Au marché central, plusieurs commerçants sont de retour. Leur fêtière dénombre plusieurs cas de pillage de commerce pendant les heures. On a vu aussi des magasins pillés, des vols dans le marché. Le sentiment de frayeur est entretenu également par des annonces de reprise de mouvements de rue. De quoi inquiéter ces habitants qui n'aspirent qu'à la quiétude pour vaquer à leurs occupations. Quand il y a la paix dans un pays, en tout cas, tout marche bien. Donc moi, tout ce que je demande, c'est la paix. Que les marches arrêtent, pour que les activités progressent. Chacun parte chercher son gagne-pain. Sans la paix là, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas avoir de l'argent même. Parce que s'il n'y a pas la paix, est-ce que matin il peut venir m'asseoir ici? Je ne peux pas. Donc vraiment, c'est dur. Ayant vu ce qui s'est passé la semaine passée, il serait mieux qu'on fasse bas la terre. Parce que c'est des vies encore qui sont exposées, qui seront par nous exposées. Tout qu'on ait le sens de la responsabilité de part et d'autre. Politiciens, population et jeunes surtout. J'appelle mes jeunes frères à l'apaisement, à la paix. Je souhaiterais qu'on laisse les politiciens avec la politique, les commerçants faire leur commerce, que tout le monde va à leur occupation parce que ce ne sera pas bien de s'entretuer, de se faire par. Tous n'ont qu'un vœu, voir Bonois tourner le dos à la violence qui aura paralysé la ville et fait un mort et une dizaine de blessés. Si les jeux de hasard illicites ont toujours existé en Côte d'Ivoire, l'émergence des nouvelles technologies a amplifié le phénomène. Comment l'État ivoirien s'organise pour réguler le secteur qui génère plus de 40 milliards de francs CFA par an? C'est le dossier du jour et il est proposé par Nadja Edja, Mathurin Badé et Eric Kokimo. Ce jeu dénommé abusivement casino est classé parmi les jeux illicites en Côte d'Ivoire. Pourtant, en toute ignorance, ce jeune le pratique depuis plusieurs années. Il y recherche de petits plaisirs quotidiens, mais aussi un moyen de faire du gain. Je vais me divertir un peu. Il se dit que si tout moi aussi là, il va augmenter mon âge. Au moins 500, il va au moins 2000, 3000. Ces machines à sous, comme bien de jeux de hasard illicites, ont gagné du terrain en Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années, favorisés par l'émergence des nouvelles technologies. Parmi ces jeux illégaux, on peut distinguer les sites internet hébergés à l'étranger et qui proposent en Côte d'Ivoire des paris sportifs. Les machines à sous, installées clandestinement par des opérateurs chinois en violation des lois. Et le jeu communément appelé Loto Ghanéen. Dans l'ensemble, ces jeux font perdre plus d'1 milliard de francs CFA par an à la fiscalité et mettent à mal le secteur des jeux de hasard, contrôlé par la loterie nationale. On a pas mal de produits qui souffrent aujourd'hui de la concurrence déloyale. Par exemple, au niveau du loto, il y a une étude en 2018 qui fait état de 5000 points de vente loto, avec un chiffre d'affaires évalué à près de 36 milliards l'an.
Malgré plusieurs actions de répression, la lutte contre les jeux illicites est rude en raison de la caducité des anciens textes sur la loterie nationale. Le gouvernement a donc adopté en juin dernier une nouvelle loi portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Elle contient des mesures de prévention des activités frauduleuses. Elle institue également une autorité de régulation. Elle prévoit un dispositif de sanctions plus sévère que celle prévue dans l'ancienne loi, et puis elle prévoit des dispositions de protection des mineurs. De son côté, la Loterie nationale a intensifié son action marketing et commerciale en diversifiant son offre et tissant des partenariats avec le Ghana pour le jeu dénommé Loto ghanéen. Sur les 4 tirages de la journée, nous avons 3 tirages qui sont organisés par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Et nous avons le dernier tirage, celui de 18h15, qui est un partenariat entre nous et puis la Loterie nationale du Ghana. Ça a été vraiment bien accueilli par la population. La possibilité est aussi donnée aux détenteurs de jeux illicites Loto ghanéens d'intégrer le système de la Loterie nationale. Nous réceptionnons les demandes et notre équipe commerciale va la valider d'abord en visitant le point de vente. Parce que ce n'est pas seulement l'autorisation qu'on distribue, mais il faut qu'on conseille la personne qui veut exercer l'activité. Charles Awa, ancien promoteur de jeux illicites, s'est rangé depuis maintenant 2 ans. Ce jour-là, dans l'agence de billetterie, il vient retirer sa commission et se réjouit de ce nouveau partenariat. Si tu gagnes tes millions, tu donnes ton ticket et on te paye. Quand tu gagnes, il n'y a pas de rendez-vous. Mais en l'autre gagnant, il y a rendez-vous. On ne s'en sort pas. Des fois, on te frappe, des fois, on te blesse. Pourtant, si Charles a pu s'installer, les choses ne sont pas toujours si simples pour d'autres. Arrivé au jeu de hasard illicite, pour des raisons économiques, ce jeune a tenté en vain, depuis, d'acquérir un dispositif légal. 9 mois que j'ai attendu la machine, mais je n'ai pas vu. Il y a le formulaire à remplir, tu fais, tu t'en déposer. Après, si c'est vrai, on te fait signe. Mais on a fait tout ça là, on n'a pas gagné. Donc, on est obligé de chercher autre truc à faire. Un long temps d'attente, dû à la forte demande enregistrée. Le directeur général de la LONASI, lui, rassure sur son ambition de faire le bonheur des joueurs, mais aussi d'œuvrer pour l'intérêt du pays. Nous distribuons de plus en plus des gains très importants aux joueurs, et nous réalisons des œuvres sociales. Aujourd'hui, ce qui est très important pour nous, c'est la digitalisation. La digitalisation de tous les produits pour permettre aux joueurs, assis dans son bureau, à la maison, de prendre son téléphone, voilà, satisfaire son envie de jouer. Entre 2015 et 2018, la LONASI a distribué 300 milliards de francs CFA aux joueurs. Sa contribution au budget de l'État, sur la même période, s'élève à 20 milliards de francs CFA. En outre, 3 milliards de francs CFA ont été investis dans des projets communautaires entre 2015 et 2019. L'entité célèbre au cours de cette année 2020 le 50e anniversaire de son existence. 85% des femmes qui animent les marchés en Côte d'Ivoire sont analphabètes, un chiffre inacceptable pour une ONG engagée dans la promotion et l'autonomisation de la femme. Afin de réduire ce chiffre vertigineux, elle aide des commerçantes à lire et écrire. Pierre Dipomélin, Tanguy Conan. Yopougon Andokwa, dans ce marché le plus grand de la commune, une salle dédiée à l'alphabétisation des femmes. Une initiative de l'ONG Sankofa. Ici, les femmes du marché apprennent à lire, à écrire et à calculer. Afoué, 58 ans, commerçante, vient s'instruire chaque jour pendant quelques heures avec d'autres femmes. Je vais suivre jusqu'à CM2 pour aller au CM2. Parce que savoir écrire, je vais savoir écrire, lire. On s'en va payer les trucs, on ne sait pas calculer. Les gens nous... L'animateur de ce cours d'alphabétisation a une méthode bien particulière. Voilà Calebas couché qui regarde à droite. Maintenant, vous mettez la craie sur le haut de Calebas. Vous tournez, vous venez au centre. Vous collez, ça fait votre E. La méthode que nous avons opté pour est de passer par des images avec des termes très précis. Voilà, qui n'est pas tout à fait bon, puisque surtout ici au marché, le temps est très limité, alors que les enfants, ils ne font que ça. Voilà, matin, le soir, ils sont tous dedans. Alors qu'ici, elles viennent vendre, et puis à un moment donné, elles laissent les commerces pour venir s'asseoir. Donc il faudrait
Il faut faire en sorte que vraiment la compréhension soit aussi plus rapide, voilà, en passant par des méthodes vraiment très spécifiques pour les amener à comprendre les cours. L'initiateur du projet ambitionne ouvrir des centres dans tous les autres marchés d'Abidjan. Ce sont des femmes dynamiques qui donnent un coup de pouce à notre économie. Le fait de ces femmes-là, des citoyennes à part entière, on voudrait qu'elles puissent jouer leur rôle pleinement. Mais cela ne passera que par l'alphabétisation. On ambitionne même présenter ces dames-là étant comme des candidates au CP, au BPC et pourquoi pas au baccalauréat. La présidente des commerçants du marché d'Andokwa participe elle aussi à ces cours d'alphabétisation. Pour elle, savoir lire et écrire est essentiel dans l'activité commerciale. Quand tu ne sais pas lire, c'est comme tu n'es pas dans le monde. Or, quand tu sais lire, que tu sais lire, tu sais calculer, tu peux faire les lettres, et puis bon, tu peux écrire des messages. Maintenant, quand tu as les marchandises, si c'est périmé, tu sais lire, tu vas connaître. Mais si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas savoir si c'est périmé. Et puis tu vends aux gens. Donc j'appelle tous les commerçants qui ne savent pas lire ni écrire de participer dans le cours d'alphabétisation. C'est dans mon marché, c'est le marché. 85% des femmes qui animent les marchés en Côte d'Ivoire sont analphabètes, selon le président de l'ONG Sankofa. Leur autonomisation passe nécessairement par l'éducation et la formation. À l'étranger, Firas Hamdan porte une épaisse cicatrice au niveau du cœur. Zeina a le dos criblé de traces de balles. Tous deux ont survécu à l'explosion à Beyrouth, souvenez-vous, le 4 août dernier. Mais ils n'ont pas été épargnés par la violente répression des manifestations contre le pouvoir quelques jours plus tard. Yeli Traoré. Membre du comité de défense des manifestants au sein de l'ordre des avocats de Beyrouth, Firas Hamdan avait l'habitude de documenter les violations contre les protestataires. Mais jamais il n'aurait pensé atterrir lui-même en soins intensifs. Après son transfert à l'hôpital, il subit une opération à cœur ouvert. Mais les médecins n'ont pas pu extraire la balle qui s'est logée dans son cœur. Trop risqué. J'ai posé la question au médecin et il m'a dit qu'extraire la balle me tuerait littéralement. Cela serait comme tuer quelqu'un, de l'enlever. Elle ne peut pas être retirée. La responsabilité incombe aux autorités politiques. Il y a bien sûr les exécutants, mais la responsabilité principale incombe aux autorités. Ce n'est pas seulement parce que j'ai été touché par une balle que j'ai dû subir une opération. De nombreux Libanais accusent les dirigeants, jugés corrompus et incompétents, d'être responsables du drame. Et la répression qui s'est abattue sur les manifestants n'a fait qu'amplifier la colère à l'égard des autorités. Après le 4 août, surtout le 8 août et après, nous avons commencé à observer, en plus de l'augmentation des balles en caoutchouc, l'utilisation de balles en grenaille de plomb. Nous avons beaucoup de blessures causées par ces balles tirées de près. Elles ont causé de graves blessures en déchirant et en pénétrant la peau. D'après Amnesty International, l'armée, les forces de sécurité et des individus en civil ont tiré de manière brutale et illégale des balles en caoutchouc et de plomb, ainsi que des grenades lacrymogènes sur la foule lors d'une manifestation le 8 août, blessant au moins 230 personnes. Les forces de l'ordre et l'armée ont nié avoir tiré à balles réelles sur les manifestants. Mais certains ont pointé du doigt la police chargée de la protection du Parlement, maintes fois accusée d'actes de répression violents à l'égard des protestataires. Quelle eau coule dans nos robinets? Sa qualité est souvent remise en cause par les consommateurs ivoiriens. Pourquoi et comment se fait le traitement de l'eau en Côte d'Ivoire? Un sujet à retrouver dans NCI Reportage juste après le JT. Un extrait. Ce forage est présent sur ce site depuis 2011, avant que les immeubles ne se construisent. Une proximité avec les habitations risquée. Et pour cause, des déchets jonchent le sol. Tout ça là, c'est leurs déchets. C'est leurs déchets. On oublie de mettre là. Or, si ça s'infiltre, ça va couler la nappe. C'est pas normal. Tout ceci constitue une menace. Une menace pour le forêt et pour la saude ici. C'est donc à voir juste après la météo de Jemima. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à tous.